Bienvenue à toutes et à tous dans un tout nouvel épisode de Biotope. C'est Jikoubi qui vous retrouve aujourd'hui dans un épisode très particulier pour moi, car aujourd'hui on va traiter de l'une de mes sciences favorites. Déjà, je l'ai dit il n'y a pas longtemps, il y a encore deux sujets que je veux traiter dans l'impératif avec le concept de Biotope. Voici l'un des deux. Et aujourd'hui, je vais vous faire découvrir le monde fascinant qu'est la biospéléologie. Pour une minuscule introduction, la biospéléologie, il s'agit de l'une des spécialisations du monde naturaliste qui consiste à étudier les organismes vivants qui sont en lien avec le monde souterrain, le monde des grottes. Dans cet épisode, je vais vous présenter 10 termes que vous serez amenés à côtoyer, à entendre et à utiliser si vous souhaitez ou si vous êtes déjà dans le monde de la biospéléologie. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, pour ceux qui sont novices, je vous invite à vous intéresser à cette science qui est tout simplement passionnante. Le grand public n'a pas forcément idée de tout ce qui se trouve sous nos pieds et je peux vous assurer qu'il va s'agir là d'un épisode qui pour moi me tient à cœur. Descendons dès à présent sous terre à la découverte de la biospéléologie. Démarrons comme à l'accoutumée avec le tout premier terme. Démarrons donc avec un terme que vous avez déjà pu entendre par le passé. Il va s'agir du mot cavernicole. Cavernicole est un terme générique permettant de prendre en compte l'intégralité de la faune du monde souterrain. Je dis bien la faune, car sachez qu'on ne retrouve absolument aucune espèce de plante dans le monde souterrain. Le mot cavernicole est tout aussi important qu'il permet de faire la distinction avec un autre groupe d'organismes étudiés qui se trouve cette fois-ci à l'intérieur du sol. Il s'agit là de la pédofaune. Ça n'est pas le sujet de la vidéo, je ne vais pas m'étaler dessus. Mais sachez que dans la pédofaune, on retrouve notamment les vers de terre, les lombrics. Il est donc très important de faire la distinction entre la faune qui se trouve dans le sol et celle qui occupe les formations souterraines telles les grottes ou les interstices. Cette faune cavernicole, elle est étudiée depuis maintenant plus d'un siècle et on arrive donc à distinguer plusieurs groupes, notamment 3, et évidemment ce sont les prochains termes de la vidéo. Démarrons donc avec le premier des 3 groupes, avec les organismes dits trogloxènes. Ce sont les organismes qui se retrouvent ponctuellement dans le monde souterrain, ils sont jamais bien loin de l'entrée, et on va retrouver notamment ici des amphibiens, tels les crapauds, des micro-mammifères tels les rongeurs, mais surtout un groupe de mammifères volants que vous connaissez très bien. Il va s'agir ici des chauves-souris, des chiroptères. Ces dernières en font partie. On a donc affaire à des organismes qui vivent majoritairement à l'extérieur et leur présence dans les grottes se justifie de plusieurs manières. On y trouve de l'humidité, notamment pour les amphibiens, et surtout on retrouve ici un habitat qui leur permet de se protéger la nuit, notamment pour les rongeurs, mais surtout pour passer l'hiver, tel est le cas des regroupements de chauves-souris. Les trogloxènes sont à discriminer d'une faune qui sera totalement exogène dans le monde souterrain. Je vous mets ici un exemple avec un myriapode diplopode du nom de Polyxenus. Les Polyxenus, celui-ci je l'ai trouvé dans une grotte à l'entrée, mais sachez qu'il a du coup été amené par la pluie ou alors d'une toute autre manière. Donc si jamais vous trouvez un organisme dans le monde souterrain, avant de dire qu'il est trogloxène, attendez, on ne sait jamais, sa présence dans le monde souterrain peut avoir d'autres raisons, que ce soit la pluie, donc des raisons naturelles ou alors totalement anthropiques. C'est à prendre en compte. Et maintenant, enfonçons-nous un peu plus dans le monde souterrain avec le deuxième groupe d'organismes. Vous avez fait la découverte des trogloxènes, voici donc le deuxième groupe d'organismes du monde souterrain que l'on va nommer cette fois-ci les troglophiles. Vous allez le voir ici, les troglophiles ont une relation avec le monde souterrain qui est bien plus prononcée. En termes d'organismes, l'éventail est très large. On a des papillons, des lépidoptères comme ceux du genre Triphosa. On a des phryganes, ce sont des trichoptères. Les trichoptères, ce sont les insectes dont les larves aquatiques font des fourreaux en bois ou d'autres éléments. Et on a également des araignées comme celles du genre Meta. Ce qui les caractérise comme des organismes troglophiles, c'est qu'ils vont avoir toute une phase de leur vie qui va se trouver à l'intérieur des grottes. Ils peuvent en sortir, mais ils se trouvent quotidiennement dans le monde souterrain et vont jusqu'à passer tout un cycle de leur vie à l'intérieur. Ce qui les distingue du coup des trogloxènes qui eux s'y trouvent uniquement de manière ponctuelle, que ce soit pour hiberner ou juste se protéger.
On a donc fait des organismes qui sont majoritairement à l'extérieur. On a fait des organismes qui sont majoritairement à l'intérieur. Faisons donc le tout dernier groupe d'organismes cavernicoles. Troisième et dernier groupe d'organismes cavernicoles, j'ai nommé les troglobies. Ce sont eux les stars du monde souterrain. Les troglobies, ce sont ces organismes qui sont dépendants du monde souterrain. Ils en sortent jamais. Ils ont développé certaines caractéristiques, ça fait partie de quelques termes qu'on va découvrir dans la suite de ce biotope, mais pour survoler la chose, sachez qu'on retrouve en général une réduction des globes oculaires qui va jusqu'à la disparition de ces derniers, et on a aussi de la dépigmentation qui va jusqu'à de la transparence chez certains organismes. La faune troglobie, elle est très large, elle représente une sacrée diversité. Elle est notamment bien représentée par des coléoptères de la famille des carabidés. Alors, je vais vous mettre d'autres noms d'autres espèces à l'écran, mais chez les carabidés, sachez qu'on retrouve notamment le fameux Diaprisius, les diaprises. Pour le reste de la diversité, je vous invite à vous renseigner car c'est vraiment un monde qui est très large. Ce sera le sujet évidemment d'autres vidéos, mais en attendant, on va continuer car il y a encore d'autres termes à découvrir pour discriminer toute cette faune très mystérieuse. Alors, troglophile, troglobie, troglobie, sachez que là on vient de parler des organismes qui se déplacent sur le sol, les parois, le plafond. Et bien sachez que toute cette faune, elle possède un équivalent aquatique. Oui, même dans les grottes, on a des rivières souterraines par exemple qui sont habitées par une faune. Et dans ce cas, le préfixe troglo va être remplacé par stygo. On a donc les stygoxènes, les stygophiles et les stygobies. Pour la faune stygobie, je peux vous parler du représentant le mieux connu, c'est le genre Niphargus qui comprend pas mal d'espèces. On a affaire à un arthropode et surtout à un géant dans un monde microscopique. Le Niphargus peut faire jusqu'à 4 mm, il s'agit d'un prédateur qui peut aussi se nourrir de molécules qu'il trouve dans l'argile. Et il a comme particularité de creuser des galeries justement dans le substrat argileux. C'est l'une des bestioles les mieux mises en avant justement pour vulgariser un peu sur ce domaine de la faune cavernicole. Donc en tout cas voilà, sachez que si vous voulez parler d'une faune cavernicole qui est aquatique, vous pouvez utiliser ces trois termes. À présent, parlons un peu justement de ces caractéristiques chez la faune cavernicole. Continuons. Enchaînons donc avec deux termes pour la faune troglobie et stygobie. On va parler ici d'organismes dits lucifuges. Les lucifuges, ce sont ces animaux qui vont fuir la lumière. Ils sont actifs dans l'obscurité. Je vous l'ai dit, ils sont dépendants du monde cavernicole, et donc dans cet environnement, il n'y a aucune source de lumière qui est naturelle. D'ailleurs, c'est pour ça que dans les grottes touristiques, où on a de l'éclairage artificiel, ceci représente une menace et donc une fragmentation de l'habitat de cette faune troglobie. C'est pour ça d'ailleurs qu'en général, ces structures adoptent un comportement de protection vis-à-vis de cette faune en coupant la lumière le plus régulièrement possible. En tout cas, c'est un terme à retenir pour la faune troglobie. On parle ici d'organismes dits lucifuges. Pour cette deuxième caractéristique, parlons un peu de la vue de ces organismes. On va avoir plusieurs cas. On a des animaux où les globes oculaires sont présents et où la vue est fonctionnelle, afin de capter le peu de lumière présente et avoir une idée de l'environnement qui l'entoure. Deuxième cas, les globes oculaires sont présents mais ils ne fonctionnent pas, ils sont donc aveugles. C'est le cas chez beaucoup d'espèces. Et le dernier cas, c'est le plus intéressant, et c'est le terme de ce biotope, on va parler de l'anophtalmie. L'anophtalmie, c'est la complète absence de globe oculaire. C'est une caractéristique chez cette faune cavernicole, notamment les troglobies. C'est une adaptation au monde souterrain. Il n'y a pas de lumière, donc pas besoin d'avoir des yeux pour capter quoi que ce soit. Et en général, pour pallier à cette absence, les organismes anophthalmes ont développé d'autres organes, notamment des antennes ou des serres qui sont très longues. Retenez donc cette deuxième caractéristique, l'absence complète de globe oculaire chez la faune troglobie notamment. On va parler d'organismes anophthalmes. Alors cette faune qui vit dans le sol, elle va également avoir le terme de faune endogée en opposition à la faune épigée. La faune endogée, il faut faire attention ici. Ça va prendre en compte la fameuse pédofaune dont j'ai parlé au début, dont ça prend en compte les vers de terre. Mais dans cette faune endogée, on va également retrouver les fameux troglobies,
car en effet l'une des caractéristiques de cette faune endogée, c'est qu'elle va passer la totalité de son cycle de vie dans le monde souterrain et qui vont être lucifuges à fuir la lumière. Donc on a affaire à un terme qui prend pas seulement en compte la faune cavernicole, mais que vous entendrez très souvent dans le domaine de la biospéléologie, d'où l'importance de le connaître. Vous avez affaire à la faune endogée. Voici à présent un mot que je n'ai pas cité de toute la vidéo, mais que vous connaissez peut-être. Il s'agit du terme de troglodyte. C'est un terme que j'ai eu du mal à placer dans cette vidéo. Jusqu'au dernier moment, je ne savais pas si je devais en parler, car des recherches que j'ai faites, j'ai l'impression qu'il est bien plus utilisé pour parler de manière anthropique, archéologique, en parlant de populations, de civilisations qui ont vécu dans des cavernes. Malgré tout, on l'entend très souvent dans le domaine de la biospéléologie, donc je pense qu'il n'est pas à renier, mais il est un peu utilisé au même niveau que faune cavernicole. Malgré tout, il est bien plus connu, je pense, du grand public, donc il est à utiliser, il est à rappeler. Cette faune troglodyte, ça comprend également tous ces organismes qui vivent dans les cavernes, au même titre que le mot cavernicole, bien que ça ne soit pas des synonymes, attention. Vous pouvez également utiliser le terme de faune troglodyte pour parler de ces organismes qui vivent dans le monde souterrain. Et donc pour ce dernier terme, permettez-moi de vous introduire au mot biospéologie. Alors je n'ai pas oublié une syllabe et on n'est pas revenu au début de la vidéo. La biospéologie se distingue de la biospéléologie par certaines nuances. Permettez-moi de vous éclaircir. En 1907, on a un scientifique de Roumanie qui va adopter le terme de spéologie pour parler de l'exploration des cavités purement naturelles, pour faire opposition à la spéléologie qui, elle, va explorer, en plus des cavités naturelles, des cavités artificielles telles les tombeaux. De ce fait, la biospéléologie, qui existait au même moment déjà, va évoluer également et adopter le terme de biospéologie pour parler de l'étude des organismes qui sont dans des cavités purement naturelles. Donc je pense que vous avez compris la nuance. Après, pour l'utilisation des mots, que vous souhaitiez utiliser biospéléologie ou biospéologie, je pense que c'est pas trop grave, mais c'est quand même quelque chose d'important à connaître pour l'évolution des mots, pour la compréhension de l'étymologie. Sachez donc que la biospéléologie peut être utilisée pour l'étude des organismes en cavité artificielle et naturelle, et si vous voulez parler uniquement de l'étude des organismes en cavité naturelle, et ben pourquoi pas utiliser seulement le terme biospéologie. Nous arrivons donc à la fin de cette vidéo qui j'espère vous aura plu. Ce fut un immense plaisir d'enfin parler de biospéléologie sur cette chaîne. C'est une science qui manque cruellement de reconnaissance et de mise en lumière, donc si jamais vous êtes curieux, n'hésitez pas à vous rapprocher d'organismes qui vous en parleront bien mieux que moi, que de cette vidéo qui n'avait qu'un but introductif. Et en attendant, sachez que d'en avoir parlé, ça me donne envie de revenir sur ce thème via d'autres concepts. Donc attendez-vous à entendre parler de biospéléologie dans les prochains mois sur cette chaîne. Pour ce qui est des prochaines vidéos, c'est sans doute un énième épisode de Biotope qui va voir le jour. Il y a encore un sujet que j'ai envie de traiter dans l'impératif, mais sachez qu'en parallèle, il y a d'autres vidéos que je suis déjà en train d'écrire, que ce soit sur la géologie, sur la botanique, soyez juste patient. Il y a aussi le 4e épisode de Zoofish qui est sorti très récemment, il y a 2 mois, sur la menthe religieuse, que je vous invite à aller écouter si vous ne l'avez pas encore visionné. Et sinon, c'était Jikoubi, j'espère que cette vidéo vous aura appris des choses. Je vous retrouve très vite dans de toutes nouvelles vidéos sur cette chaîne. À très bientôt.